Coucou chers compagnons de filmerie et bienvenue dans la deuxième partie de ces critiques sur Kung Fu Panda. Aujourd'hui on parle du 2 parce que c'est logique et parce qu'on est bien élevé, du coup on cassera pas le deuxième. Kung Fu Panda 2 est considéré par la plupart des gens comme étant plus sombre, et même si en soi c'est pas totalement faux, c'est surtout que pour moi, c'est que cette fois-ci le drame concerne directement le protagoniste, ce qui fait qu'on est directement plus impacté. Bon, c'est un film tellement culte pour moi que je connais réplique par réplique, mais je vais quand même essayer de me séparer un tout petit peu de mon affect pour en parler de la manière la plus neutre possible, même si on va pas se mentir, ça va être très difficile. Avant tout, de toute façon, on va passer au résumé speed. Shen est un pan albinos vivant au palais de la ville de Gongmen. Ce jeune prince passe tout son temps à étudier le principe de feu d'artifice pour en faire une arme. Ses parents, s'inquiétant pour lui parce qu'il fait peur, firent appel à une divinatrice, qui leur révéla tranquillement que Shen allait se faire buter par un guerrier fait de noir et de blanc. Entendant ça, Shen tenta de changer son destin et alla tuer tous les pandas dans un méga génocide. Bon, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que ça commence très fort, niveau ambiance. Shen rentra donc chez lui, tout fier de lui, ah c'est cool, j'ai tué tout le monde, mais ses parents le rejettent, dégoûtés de voir ce que leur fils venait de faire. Du coup, Shen part en exil et jure de revenir reprendre la ville de Gongmen. Et ce jour est venu, Shen, avec son armée de loups et sa nouvelle arme, un canon crachant le métal, prit la ville de Gongmen en tuant le maître Rhino au passage. Waouh, ouais d'accord, c'est vrai, là on continue sur le dark quand même. Shifu apprend la nouvelle et envoie Po et les 5 l'arrêter avant que Shen ne détruise complètement le Kung Fu. Shifu lui montre une technique qui consiste à faire la paix avec soi-même et diriger une goutte d'eau jusqu'au sol. Po est impressionné, Shifu lui dit que pour cela, il faut que Po trouve la paix intérieure. Mais comment faire quand on vient d'apprendre qu'on est adopté et qu'on a des flashs de son enfance? En effet, Po voit sa mère et lui bébé. Mais qui est Po? D'où vient-il? Qu'est devenu sa famille? Pourquoi l'ont-ils abandonné? Tout cela hante Po, qui doit malgré tout sauver le monde. La fine équipe se met donc en marche vers la ville de Gongmen et tente de libérer le maître Croc et le maître Bœuf qui viennent manger à l'œil en prison, je vois que ça, mais eux ne croient plus du tout au Kung Fu. Le chef loup débarque en prison et après une course-poursuite pas forcément nécessaire, les 5 et Po se font capturer, mais ne vous inquiétez pas, Po a un plan qui fonctionne jusqu'à ce que les plumes de pan que possède Shen lui renvoient en pleine face son flashback. Po comprend que Shen connaît son passé. Le pan était là. Le canon est détruit, sauf que Shen en a plein d'autres, le pan bombarde son propre palais, mais Po et les 5 s'enfuient. Ils retournent dans la prison et Tigresse décide de laisser Po ici. Vu que celui-ci semble hésiter à battre Shen et que du coup, en faisant ça, il met sa vie en péril et en même temps il met en péril la vie des 5. Les 5 cyclones attaquent la base de Shen, mais Po est bien décidé à en connaître plus et du coup pénètre aussi dans cette base qui empêche les 5 cyclones de la faire exploser. Po domine le combat contre Shen, mais celui-ci le déstabilise psychologiquement en lui parlant de ses parents et du fait qu'il ne l'aimait pas. Ce qui fait un joli parallèle d'ailleurs avec son propre passé. Po se prend un coup de canon et est expulsé au loin sous les yeux impuissants des 5 cyclones. Ils sont faits d'ailleurs prisonniers. La divinatrice recueille alors Po et le soigne. Elle l'aide à se rappeler de son passé. Comment Po a survécu au génocide, comment il s'est retrouvé dans ce panier à radis. Elle lui dit que ses sentiments ne sont pas des ennemis, qu'il ne faut pas les refouler. Et au rythme de la pluie, ses souvenirs coulent. Po saisit une goutte d'eau et à la fin de son flashback, la pose délicatement au sol. Il a trouvé la paix intérieure dans la souffrance. Mais alors, qui est Po? Eh bien c'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir quoi faire de son passé. C'est à lui de voir qui il est. Et il est Po, le guerrier dragon. Et il doit sauver la Chine et ses amis. Il retourne donc au port où l'armada de bateaux de Shen est prêt à partir. Po commence le combat et libère les 5 et est rejoint par Maître Croc et Maître Bœuf ainsi que par Maître Shifu. Alors bon, là le combat s'annonce bien et l'équipe se rapproche dangereusement de Shen qui est de plus en plus agacé et effrayé de voir son destin le rattraper inexorablement. Chef Loup refuse de tirer sur ses hommes et se fait tuer par Shen qui tire dans le tas en envoyant de plus belles Po et les 5 cette fois-ci à l'eau. Po est affaibli, blessé, mais malgré tout il se dresse face à l'armada de Shen, il est seul face à l'armée entière qui lui tire dessus. Po fait le vide en lui et contre toute attente repousse les boulets à main nue en se rappelant de la paix intérieure. Plus on tire sur Po et plus il change la trajectoire de ses tirs et il finit même par détruire les bateaux de Shen. Pour le dernier tir de canon, Po se roule en boule laissant apparaître le yin et le yang aux yeux de Shen et celui-ci constate qu'il ne peut pas lutter contre le destin. Le boulet détruit son bateau, Shen a perdu. Po va alors lui parler, montrant qu'il a fait la paix avec son passé. Mais Shen ne comprend pas comment Po a pu trouver la paix, car lui ne l'a jamais trouvée. Po lui dit que peu importe le passé, seul compte le présent. Mais Shen choisit d'attaquer Po. Il taille durant le combat les fils qui retenaient un canon, et celui-ci s'écroule sur le pan, acceptant enfin son destin. Po célèbre sa victoire avec les 5, puis retourne voir son père, et lui annonce ce qu'il vient d'apprendre. Il sait qui il est. Il est son fils. Très loin dans la montagne, un panda a reçu un message de l'univers. Son fils est vivant. Il regarde alors son peuple vivant en paix dans les montagnes. Ils sont des dizaines, peut-être même des centaines.
et ils sont vivants. Waouh, bon, ce film est quand même sacrément intense, hein, on va pas se mentir. Bon, voyons avec précision les personnages. On a les 5 cyclones qui servent de crew un peu à Poe. Il compte sur eux, eux comptent sur lui. Personne ne sort vraiment du lot, à part peut-être Mante qui a plus de temps de parole. Il parle des tendances qu'ont les mantes femelles à arracher la tête de leur conjoint. Mais bon, c'est pas le plus grand développement du siècle quand même. Sinon, bien sûr, on a Tigresse qui dévoile durant ce film que sous sa carrure imposante, sa force incroyable et ses airs détachés, c'est une fille fragile, au cœur tendre. Elle n'a pas beaucoup d'interactions, mais son personnage est extrêmement bien écrit. Il y a Shifu qui, à part apprendre la technique de la paix intérieure et faire un caméo de fin, il sert pas à grand chose, mais c'est très plaisant de le revoir. Il y a Monsieur Ping, un personnage extrêmement touchant et très bien écrit. C'est un père ayant peur pour son fils, peur de le perdre, peur qu'il s'éloigne, peur qu'il le rejette s'il apprend la vérité sur son adoption. Il cache à la fois sa fragilité, mais en même temps, il est très sensible et aime inconditionnellement Poe. Ce personnage est un vrai petit bijou d'écriture, je trouve. Sinon, il y a Maître Croc. Tout ce que j'ai à dire sur Maître Croc, c'est que sa seule interaction est très drôle, et que c'est Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles. Mais bon, comme il double pas en VF, en fait, c'est pas sa voix que j'entends quand je regarde le film, du coup, voilà. Sinon, il y a Maître Buff, c'est un personnage sans plus, mais bon, il ajoute au conflit intérieur de Poe, qui commençait déjà à douter de lui. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc il semble plutôt costaud et j'aime beaucoup son design, voilà. Maître Rhino apparaît pas longtemps, mais il semble être quelqu'un de droit, de fort, et de mort surtout. Il offre une très belle scène de combat contre Shen avec ses deux partenaires, et sa mort rend le danger menaçant la Chine bien plus concret, même si on se demande comment son marteau a pu survivre alors que lui il s'est fait exploser. Sinon, il y a la Divinatrice, qui est l'un des meilleurs protagonistes de ce film. Elle fait un peu office de Oogway dans ce film, elle a ce côté un peu au-dessus du commun des mortels, très spirituel, et c'est un guide. Elle est aussi, et ce qui la rend vraiment intéressante, la confidente et le guide de Shen. Elle veut le faire revenir sur le droit chemin, même si elle sait que c'est plus ou moins impossible. D'ailleurs, c'est assez difficile pour elle de subir cette situation, puisque elle-même lit dans l'avenir. Mais elle sait qu'il y a du bon en lui. Shen, c'est comme Tai Lung, un enfant brisé, et la divinatrice se sent sûrement responsable d'ailleurs de ses actes, puisque c'est elle qui a prédit l'avenir de Shen. Elle a un amour plus ou moins maternel, alors là j'extrapole vraiment, mais elle a quand même un amour plus ou moins maternel pour lui, car elle le connaît depuis très longtemps. Certes, elle exècre ce qu'il est devenu, ses actes, et décide de l'abandonner d'ailleurs dans la scène où Shen la renvoie, mais au fond elle a beaucoup de pitié et de peine pour lui. Sinon, il y a Chef Lou qui est un super personnage, c'est le second parfait du méchant. Il est charismatique, talentueux, et avec un signe distinctif, cool, en l'occurrence son œil crevé. Il a participé avec ses congénères au génocide des pandas, c'est le père de Poe qui lui a crevé son œil avec son marteau. Chef Lou, c'est le leader de toute la meute de loups, et il nous est présenté comme étant cruel et sans pitié. Sauf qu'il est le meilleur exemple du yin et du yang du film. Parce que malgré son côté extrêmement cruel, c'est un chef qui aime sa meute et en prend soin. Il décide même de risquer sa vie en bravant l'autorité de Shen pour les protéger. Cela lui coûtera d'ailleurs la vie. Il a une relation très conflictuelle dès le départ avec Shen, vu que c'est Shen qui commande et que c'est compréhensible puisque lui il est censé être le mâle dominant de la meute. Bon, je viens de penser que durant la première vidéo, j'ai même pas vraiment parlé de Poe en tant que personnage. Bon, on va y remédier. Poe, c'est le héros, il est jovial, il est gourmand, mais il cache en lui, derrière cette façade, de gros doutes et de grosses incertitudes. Il a toujours eu du mal à trouver sa place et à croire en lui-même. C'est cela le thème du premier, et le 2 ne fait qu'étoffer le personnage. Il nous dit que son passé est très troublé, et d'ailleurs cela explique qu'il doute autant de lui, et qu'il a eu du mal à trouver sa place, mais malgré ce passé tumultueux, il a affronté l'adversité et est devenu le défenseur des opprimés. Poe apprend donc dans cet opus que le passé ne peut pas être effacé, et qu'il forge un individu, mais il ne doit en aucun cas décider de l'avenir de cet individu. Peu importe le passé, ce qui compte, c'est ce qu'on choisit d'en faire, ce qu'on choisit de faire du présent. Et donc, peu importe son passé, Monsieur Ping l'a élevé comme son fils, Monsieur Ping restera toujours son père. Cette scène est d'ailleurs très touchante car les deux personnages se parlent très rarement à cœur ouvert, d'ailleurs c'est une des seules fois où ils se parlent vraiment à cœur ouvert. C'est sublimé par l'éclairage avec ce côté soleil couchant, qui est magnifique. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais parlons du méchant. Oui bon, ok, c'est vrai, je l'ai déjà faite la dernière fois celle-là. Shen est un personnage encore plus incroyable que Tai Lung, du moins de mon point de vue, car il est encore plus complexe. Contrairement à Tai Lung, il n'est pas fort et imposant, il est svelte et intelligent. Tai Lung mettait à mal Poe avec sa force, lui avec son ingéniosité. Il est sans pitié, sadique et comme il n'a pas d'état d'âme, il est difficile d'avoir de la compassion pour lui, et pourtant ça arrive quand même durant le film. Il souffre de sa rupture avec ses parents. Que ce soit la maîtrise des feux d'artifice ou bien même le génocide qu'il a commis, il a fait cela pour que ses parents soient fiers.
C'est vrai qu'il a un manque d'empathie et qu'il commet des actes horribles, mais lui, il voit les choses complètement différemment parce que lui n'a pas d'état d'âme. Mais d'ailleurs, c'est vrai que ce côté plaire à ses parents, plaire à ce qu'on attend de nous, c'est clairement le thème aussi de Tai Lung, et souvent des méchants d'ailleurs. Bref, il a beaucoup de rancœur envers ses parents, et ça lui a mis un nouvel objectif en tête, prendre la ville de Gongmun et la contrôler. Mais une fois cela fait, le pan reste insatisfait, son désir de conquête est vain, car au fond, il n'a plus personne à qui plaire. Alors il rabat son dévolu sur Po, car il est son ennemi attitré, sa némésis. Il craint à la fois son destin, mais il court quand même vers lui, car il est animé par le désir de le tuer. Du moins, c'est comme ça que je perçois les choses. Tout le long du film, il est éclairé d'une lumière rouge. Cela rappelle deux choses. D'une, la couleur du feu, car le thème du feu est très récurrent chez Shen. Il porte des soleils sur ses plumes, son épée est en forme de flamme, il utilise des canons, il brûle la carte en parlant à la divinatrice, il possède une forge, etc. Cela n'est pas anodin, cela symbolise que cette rage qu'il porte en lui le consume lui-même. Cette fois, c'est Shen qui est son propre ennemi. Si on extrapole, on peut même penser que c'est lui le guerrier fait de noir et de blanc. Cela dit, Shen s'est sûrement rendu compte de la vacuité de son objectif en parlant à la divinatrice avant de la libérer. D'ailleurs, pourquoi l'a-t-il libérée alors que ça a toujours été sa confidente? Je trouve que cette scène est assez forte en symbolique. Mais même s'il s'est rendu compte de la vacuité de son objectif, ça semble trop dur de revenir en arrière. Sa cicatrice laissée par le rejet de ses parents est encore là. Lorsque Po le bat, il a tout perdu. Et ce serait le moment normal pour lui d'abandonner, d'accepter sa défaite. Mais dans cette scène, le rouge lui colle encore à la peau, et on en vient à la deuxième signification. Ce rouge, c'est le sang qu'il a fait couler, ce sont ses crimes qui lui collent au pelage. Il ne pourra pas revenir en arrière, et il le sait. Alors vient une scène très similaire au premier film. Shen semble un instant avoir une révélation lorsque Po lui parle, et comme Tai Lung, il décide malgré tout de continuer le combat. Si on lit le sous-texte, on peut voir cette scène littéralement comme un suicide. « Dans ce cas, je choisis ceci !» dit-il avant de couper le fil retenant le canon. Dans ce cas, je choisis la mort. Lorsque l'arme se dirige vers lui, il ferme les yeux, acceptant enfin son destin. D'une certaine manière, lui aussi a trouvé la paix. On retrouve aussi chez Shen le principe du métal, pour montrer qu'il est un personnage froid et dangereux. Il porte une arme en métal, il travaille le métal, porte des griffes en métal aux pattes, et une robe grise, son pelage est blanc, etc. Changeons complètement de registre. À la fin du film, on aperçoit le village des pandas, et cette scène, je pense ne pas être le seul à l'avoir trouvée assez douce amère, parce qu'on ressent tout ce qu'a dû endurer ces pandas. Ils sont passés par 1000 souffrances, et pourtant, ils sont là. Ils sont vivants. Je trouve que cette scène post-générique est très similaire à celle du premier film. Dans le 1, après les tempêtes, l'arbre finit quand même par pousser. Et ben là, malgré toutes ces souffrances, la vie a repris son cours. Et je trouve le message magnifique et il s'ancre très bien avec l'arc scénaristique de Po. Et pour conclure, je finirai par la phrase de Wilbur Robinson, « Il faut aller de l'avant ». Comprenne qui pourra, hein, parce que personne n'a cette référence. Enfin, je dis que je conclus, mais avant je vais parler de la musique. Avec toujours John Powell et Hans Zimmer aux commandes. Bon bah difficile de faire un truc pas bien du coup. Cette fois-ci, ils ont choisi d'accentuer certains morceaux présents déjà dans le premier opus. Outre le thème de Shen par exemple et quelques autres, mais globalement c'est ce qu'on ressent. La musique semble plus douce, plus nostalgique, plus triste, mais surtout plus effacée on va dire. Et je trouve que c'est parce qu'elle ne cherche pas particulièrement à se faire entendre qu'elle arrive justement à marquer les esprits. Parlons maintenant du peu de défauts que j'ai pu trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a la course-poursuite entre Po et le chef flou, que je trouve trop longue. En plus, les 5 cyclones, ils encombrent un peu Po, même si c'est vrai qu'ils brillent par leur talent et ils montrent toutes leurs capacités respectives, ça reste quand même le combat de Po, et du coup, on ne sait pas trop où les placer. Et lorsque Po vole dans les airs, il est très vite rattrapé par les 5 cyclones, alors qu'ils étaient quand même super loin, donc je trouve que c'est quand même une facilité scénaristique. Après, ça reste très léger, et d'ailleurs, j'aime bien la scène malgré tout. Sinon, il y a aussi le fait que Po résiste au canon de Shen. Il se le prend quand même de plein fouet. Alors bon, ils allaient pas tuer le héros, hein, quand même, donc je vois mal comment ils auraient pu faire les choses différemment. Mais le problème, c'est que ça minimise un peu l'impact de l'arme, et ça fait un peu cartoon sur ce point-là, les personnages ne peuvent pas mourir, etc. Comme on peut voir par exemple dans Moi Moche et Méchant 1, le Grou va se faire tirer dessus, et pourtant il va rien avoir, mais il va quand même avoir peur de tomber. Ça minimise un peu l'impact, si vous voulez. Enfin, pas la chute du coup. Après, je vois vraiment pas comment ils auraient pu faire différemment. Mais bon, mis à part ça, du coup, ce qui est vraiment pas grand chose, c'est un film très mature, qui offre plusieurs lectures, toutes jubilatoires. Donc vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre que je recommande énormément.
Alors voilà, on arrive déjà à la fin, merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pendant la partie 3, où on parlera logiquement de Kung Fu Panda 3, hein, jusque là je trouve que c'est plutôt cohérent. Allez, salut, je vous dis à bientôt, et puis... à bientôt.